ici, nous allons parler maintenant des avantages et les inconvénients de Next.js. En fait, ici, comme on disait, Next.js nous permet facilement d'avoir du SEO, c'était ici. Et donc, comme on disait, ce sont les avantages de, on va dire, de Next.js. Donc, comme on disait que le meilleur SEO, ça veut dire quoi concrètement le SEO? En fait, comme on a dit, c'est ça, c'est Search Engine Optimization. Donc, en fait, Google peut lire en fait plus facilement du HTML rapidement au niveau des requêtes. Donc, lorsqu'on fait la recherche d'un site, bah, tout de suite, on peut tomber sur un site rapidement parce qu'il a été fait en Next.js, donc il améliore la recherche, l'optimisation. C'est pour ça qu'en fait, Next.js est vraiment très important. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qu'on peut dire? Il y a aussi au niveau performance, par exemple. Au niveau performance, pour faire simple, c'est-à-dire qu'il y a dans la manière à laquelle on appelle les pages, c'est plus performant, le système de routing et pas mal de choses. En fait, il y a deux concepts qui existent, on va dire, du côté de Next.js. En fait, c'est le SSR et le SSG. Donc ici, on le note comme ça, SSR, comme ça, et SSG. SSG. Voilà. Donc ici, on va parler un peu des deux. En fait, ici, quand on rentre, ici, il nous dit quoi concrètement? Il nous dit en fait que qu'est-ce qu'un mot de rendu? On va dire, est-ce qu'on peut parler de ça rapidement? Donc c'est ici, voilà. Le SSR ici, ils appellent SSR est l'acronyme de Server Side Rendering. En fait, le SSR ou rendu côté serveur implique que la génération du HTML se fait sur le serveur à la demande du client avant d'être envoyé au navigateur. Bon, ça peut, mais déjà, vous pouvez comprendre déjà ça simplement. Ensuite, maintenant, il y a l'autre qui est le SSG. Le SSG, c'est quoi? C'est, on va dire, SSG ou génération de site statique consiste à générer le HTML lors de la phase de build du site. Cela signifie que chaque page est pré-rendue en HTML pur côté serveur et site tel quel au navigateur. Bon, ça peut paraître un peu technique, un peu tout ça. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire si on veut aller dans les détails un peu plus par rapport à ça? En fait, ce qu'on veut dire juste le SSR. Donc, si on revient au niveau du SSR, qu'on a dit c'est le Server Side Rendering, en fait, c'est pour faire simple une image. En fait, c'est comme si on commandait un plat. Et en fait, une fois qu'on commande un plat, il y a le chef qui va préparer la demande. Et pendant que tu attends, en fait, on va dire, tu attends que le plat arrive. Et donc, une fois que ton plat est cuisiné, on te le sert. Ça, c'est ça, en fait, le SSR. Donc, ici, on nous dit que ici, SSR ou rendu côté serveur implique la génération HTML se fait côté serveur. Donc, c'est comme on disait, un plat qu'on commande. Donc, il va d'abord au côté serveur auprès du chef. Le chef va cuisiner et une fois que c'est fait, il va nous le renvoyer à celui qui a fait la demande. Donc, c'est ce principe-là. C'est pour ça qu'on dit en fait, c'est comme si tu arrives, tu commandes, on te cuisine le plat. Une fois que le plat est prêt, on te le sert. Donc, c'est ce qu'on appelle le SSR. Maintenant, on va dire, une fois, si on veut prendre par exemple, même dans un exemple d'abord, dans un site quelconque, par exemple, si on revient sur le site, je ne sais pas, site de Nike, je vais, par exemple, homme ici, je vais arriver sur chaussures par exemple. Ok, vous voyez ici, chaussures, quel pays? Bon, on va dire. Ok, donc en fait ici, bon, ici normalement, qu'est-ce qui se passe? Quand il charge les pages, comment ça se passe? En fait, une fois que tu fais appel à ce genre de page-là, en fait, le serveur va chercher les données, bon, tous les produits en fait dans la base de données. Et une fois qu'il va prendre la base de données, il va construire la page et ensuite il va mettre les données dans la page et il va nous le renvoyer ici. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est ce qu'on appelle ici le SSR. Donc, maintenant, l'avantage de ça, c'est que c'est toujours à jour. L'inconvénient, c'est que ça peut souvent prendre un peu plus de temps à charger. Donc, c'est ça l'inconvénient du SSR. Ça peut prendre plus de temps à charger, mais c'est toujours à jour. Donc, c'est ça l'avantage. Parce que le plat qu'on te prépare, c'est un plat qu'on te prépare parce que tu le demandes, on le prépare pour toi. Donc, c'est pour ça que ça sera un bon plat, un plat chaud, mais seulement tu devras attendre juste qu'on te le prépare et avec tes spécificités et qu'on te l'emmène. Ça, c'est ce qu'on appelle le SSR. Maintenant, l'autre terme qui est utilisé, on me disait, c'est le SSG. En fait, le SSG, comme on disait, c'est quoi? C'est Static Site Generation. En fait, qu'est-ce que c'est concrètement? Ici, là, en fait, c'est comme si on prend par exemple le cas d'un resto, c'est comme si c'était un plat qu'on te préparait à l'avance. Comme ça, dès que tu arrives, on te le sert immédiatement. Zéro attente. Donc, ça aussi, c'est une bonne chose. Donc ici, c'est parfait si le menu ne change pas, si les choses sont quasiment les mêmes et que quelqu'un n'a pas de spécificité qu'il veut commander, bah, il sait qu'il arrive, le plat est déjà là. C'est ce qu'on appelle généralement, même un peu pas loin, les fast-food. C'est-à-dire, on te sert quasiment pas d'attente. Tandis que dans les vrais restos, on va préparer pour toi, donc tu auras une plus grande attente. Donc,
il y a un peu ce couplage de ces deux-là. Donc, il y a le SSR et le SSG. Et donc, ici, comme on dit, le SSG, c'est quoi? C'est juste la page qui est pré-générée. En fait, ici, comme on dit le SSG, ici, en fait, c'est juste la page pour faire simple, vraiment simple. C'est que la page, elle est juste pré-générée. Et une fois que le build est fait, c'est-à-dire qu'une fois que ça charge, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il va directement nous retourner rapidement la page. Donc, c'est ce à quoi ça ressemble. Vous pouvez venir sur le site là et puis vous verrez les différences entre les deux. Donc, ça, c'est principalement ce qui est noté au niveau on va dire, de Next.js. Il faut vraiment comprendre ce terme-là. C'est ce qu'on appelle le SSR et le SSG. Ensuite, maintenant, il y a un système de routing qui sera simplifié. On le verra en fait quand on va commencer à coder la petite application. En fait, ça va nous permettre non seulement de gagner du temps, de faire moins d'erreurs et en plus, ce sera plus intuitif. Vous verrez pourquoi. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau on va dire, que de Next.js. Est-ce qu'on a autre chose qu'on peut voir sur Next.js? Bon, je sais qu'il y a aussi, par exemple, on va prendre un truc simple, le code de splitting là, par exemple, voilà celui-là. On va dire Next. Voilà. Et aussi ça. En fait, ici, le code splitting, en fait, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est juste que Next.js va charger le JavaScript qui sera unique, qui sera essentiel ou bien qui sera important ou bien nécessaire pour la page qu'on fait appel. C'est-à-dire ici, si on appelle une page, il ne va pas charger toute l'application comme il faisait en React. Il va charger la page dont l'utilisateur a besoin. Donc, c'est pour permettre quelque chose de plus rapide. Donc, comme on disait, il va charger le site plus vite. Parce que si on veut charger une page quelconque, et si, pardon. En fait, si on veut charger une page quelconque, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? On va cliquer, donc il va générer le JavaScript juste pour la page qu'on veut charger. Tandis qu'en React, il va charger le JavaScript de toute l'application au total. C'est pour ça qu'en React, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, ils ont optimisé ça. Donc, ça charge uniquement le JavaScript nécessaire sur la page actuelle au lieu de charger tout dès le début. Donc ici, ça c'est une chose qui est importante. Et ensuite, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça va permettre que vous allez voir des sites qui sont faits en Next.js. En fait, ce site-là sera quoi? Il sera plus rapide. Il y aura moins de JavaScript à télécharger par l'utilisateur qui vient sur une page. Et donc, il y aura une meilleure expérience utilisateur. Et c'est aussi bien optimal aussi lorsqu'on est sur mobile. Ok, autre chose, en fait, comme on disait, il y a une partie back qui est intégrée. Parce que ici, comme on disait, il y a Next.js. On a dit ça quelque part là. Next.js permettait de faire des applications full stack. Donc, il y a une partie API, une partie back qui est aussi incluse dedans. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, ici, l'idéal, c'est quoi? C'est pour des petits backends, par exemple, ou bien des formulaires, des logins, des choses assez simples. Et ça permet aussi de déployer le front et le back de façon simplifiée et qu'on peut utiliser n'importe quel code Node.js, même aussi, on va dire, un code Node.js, on peut l'utiliser rapidement dans une application Next.js. Donc, il y a ça. Il y a aussi le système, par exemple, des images. En fait, si on vient au niveau des images Next.js, vous voyez, en fait, avec des images Next.js ici, vous voyez, en fait, ça, c'est aussi une image qui est faite en Next.js. En fait, quand on fait une image en Next.js, le composant sera intégré et il génère automatiquement non seulement le redimensionnement, vous voyez, parce qu'au niveau des largeurs, des hauteurs, il génère naturellement, on va dire automatiquement le redimensionnement. Il permet aussi non seulement la compression aussi de l'image, si l'image est trop lourde aussi, et il y a ce qu'on appelle le lazy loading. Lazy loading. Voilà, en fait, ici le lazy, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que, en fait, ici c'est ça, le lazy loading. Ici, c'est, je sais pas si on parle ici, voilà. Par exemple, si je viens là ici, on dit, qu'est-ce qu'on peut dire sur le lazy loading? On dit le chargement paresseux. Donc ici consiste à attendre que l'utilisateur ou le navigateur ait besoin du contenu d'une page web pour le rendre. Le chargement paresseux peut contribuer à accélérer le temps de chargement des pages web. Bon, ici, en fait, à quoi ça va nous servir principalement dans les images? En fait, ça va nous permettre de pouvoir charger des images seulement quand elles sont visibles. Ça veut dire qu'ici, vous voyez par exemple, là, si on revient sur le site de Nike, c'était lequel? C'était ici. Vous voyez, donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il charge les images quand elles sont visibles. En fait, c'est comme ça au départ. Quand on rafraîchit la page, une fois que l'image va venir, il charge d'abord les images qui sont visibles. Donc ici, ce qui est dans notre cadre là, c'est ce qui charge en premier. Voilà pourquoi il optimise comme ça. Le reste du temps, il a le temps de charger les autres, ainsi de suite. Donc, voici ce qui est possible avec au niveau image. Donc, les avantages, comme vous pouvez le voir, le site sera aussi plus rapide. Bon, il y aura moins d'images qui vont alourdir la bande passante. Et aussi, maintenant, ça va aussi permettre de pouvoir améliorer aussi les performances. Donc,
Ça, c'est déjà une chose qui est bien. Autre chose aussi, on utilise aussi TypeScript. Je ne sais pas si vous savez, en fait, TypeScript, pour ceux qui ont fait peut-être du React avec JavaScript, en fait, TypeScript, c'est ça. Donc, en fait, TypeScript, c'est un langage de programmation libre développé par Microsoft qui a pour but d'améliorer et de sécuriser la production du code JavaScript. Donc, c'est juste du JavaScript qui sera typé pour ne pas mettre n'importe quoi dans les variables, pour qu'il puisse détecter un certain contenu d'information dans des variables, ainsi de suite. Donc, c'est ça aussi qui permet de pouvoir intégrer automatiquement dans du TypeScript. Ensuite, maintenant, il a quoi d'autre aussi? Il a aussi, on peut l'installer. Il nous propose, lorsqu'on va installer, il va nous proposer d'utiliser, par exemple, Tailwind CSS. En fait, Tailwind CSS ici, en fait, c'est aussi une, on va dire, c'est comme une librairie aussi, ou une librairie, framework, peu importe comment vous l'utilisez. Mais en fait, ici, il permet de pouvoir, c'est un peu comme un concurrent de Bootstrap. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais ce que je veux dire, c'est juste que avec Tailwind, en fait, c'est des, on va dire, des composants utilitaires. Donc, ce que Bootstrap fait en une seule classe, lui, on peut le décomposer en pas mal de classes. En fait, on va le voir peut-être, j'ai fait une formation aussi dessus. Mais sinon, en fait, ce que je veux dire, c'est que de façon simple, Bootstrap pour un seul mot, lorsqu'on veut mettre, on va dire un bouton vert par exemple, il va mettre juste BTN Success. Pour ceux qui ont fait du Bootstrap, c'est-à-dire quand tu fais ici avec Bootstrap, ça, BTN Success comme ça. On va mettre ici Bootstrap. Vous voyez un peu, c'est comme ça qu'il va faire. Donc ici, en Bootstrap, il va générer, voilà, comme ça simplement. Et donc, pour avoir faire ça, on fait ça juste comme ça, avec ça. BTN Success. Tandis que si on veut le faire en Tailwind CSS, BTN, on va dire en Tailwind CSS, je ne sais pas si va me donner un exemple aussi. Vous voyez par exemple, pour faire un bouton, au lieu de faire, il va mettre tout ça. Tout ça, on aura le temps de voir quand on va faire le projet. On va parler un peu des différentes classes. Donc, pourquoi? On peut dire que c'est plus long. Oui, c'est vrai, c'est peut-être plus long, mais la différence, c'est qu'on peut changer pas mal de choses. Parce que Bootstrap, si vous voyez ici, les boutons, il y a déjà une certaine épaisseur, il y a une certaine couleur, il y a une certaine opacité. Quand on passe la souris dessus, et tout ça, tandis que Bootstrap nous l'impose. Tandis qu'en Tailwind CSS, on a le choix de décider la longueur, la marge sur les X, la marge sur les Y. Quand on passe la souris dessus, on peut rendre plus foncé que ça, moins foncé, ou bien pas du tout. Donc, c'est nous qui décidons un peu tout. Donc, il y a plus cette liberté-là, cette flexibilité qu'il y a du côté de Tailwind CSS que du côté de Bootstrap. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens vont du côté de Tailwind CSS. Donc, en fait, il va nous permettre juste de faire un design rapide avec des classes utilitaires, pour dire vraiment simplement. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire aussi d'autre chose, en fait, sur les avantages aussi, on va dire, il y a quoi d'autre encore qu'on peut dire au niveau de, on va dire, de Next.js. Je crois qu'il y a il y a ça aussi, il y a le React Render comme ça. Donc ici, on va dire, non, je prends même pas, non, je prends d'abord React, je pense ici, Server Component, voilà, celui-là. Ok, donc ici, je vais mettre ici Next.js. En fait, ici, il y a ce qu'on appelle le React Server Component, celui-là. En fait, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet d'écrire des composants qui vont s'exécuter uniquement côté serveur. Ça veut dire uniquement côté back. Donc, lorsqu'on va faire la partie back, en fait, on va utiliser ça, cette partie serveur component. Donc, ça, c'est ce qui permet de faire tout ça. Donc, ici, en termes d'avantages, qu'est-ce qu'on a? C'est-à-dire qu'on va travailler avec des outils qui seront plus modernes et aussi on va gagner vraiment en productivité et en flexibilité. Donc, voici un peu ce qu'on peut dire rapidement. Et on avait dit, bon, je ne sais pas s'il y a autre chose à voir. Bon, là, pour le moment, j'ai plus trop d'idées. Mais bon, si je viens directement ici au niveau de, on va dire, de Vercel. Donc, si je remets ici, par exemple, Vercel, voilà, comme ça. Et puis, je vais juste mettre par image. Ou bien, voilà. Donc, ici, Vercel, c'est comme, on va dire, le cloud, on va dire, on va dire, de ce projet Next, là. Donc, son cloud, c'est comme son, on griffe un peu comme son, pas loin, mais pour son déploiement, un peu comme son GitHub. Mais en fait, ici, en fait, au niveau de Vercel, c'est juste la plateforme qui va permettre, c'est la plateforme de déploiement officiel de Next.js. Donc, c'est celle-là qui a été utilisée pour pouvoir déployer des applications Next.js. Donc, ici, on peut juste pusher notre code sur GitHub et une fois que maintenant, une fois que c'est fait, on se connecte à Vercel via GitHub et ensuite, le site il va être facilement mis en ligne. On pourra même peut-être déployer ça rapidement. Le site qu'on fera, on peut le déployer ça aussi juste pour tester, pour voir comment ça marche. Et aussi, on peut faire le déploiement qui sera ultra rapide. On pourra mettre, si on veut, du CI/CD pour du Continuous Integration et Continuous Deployment. Donc, ça veut dire, on va dire l'intégration continue et le déploiement continu.
En fait, aussi, il y a l'optimisation aussi au niveau des CDN, c'est-à-dire que les liens qu'on importe, par exemple, lorsque vous faites du Bootstrap, c'est ça le CDN. Bootstrap, par exemple, je vais mettre ici, bon, je vais mettre ici simplement Bootstrap, comme ça, CDN. Voilà. Donc ici, je pense qu'il va me le montrer là. Ouais, vous voyez, c'est ça le CDN. Donc ici, il va aussi optimiser au niveau du CDN, de la mise en cache, la revalidation, etc. Donc, il y aura pas mal de choses ensuite qui va faire ça. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense que c'est bon. Mais globalement, en fait, après, si vous avez besoin de savoir autre chose ou bien plus en détail, pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc, mais ce que je peux vous dire juste, c'est que à ce niveau, voici un peu ce qu'on peut retenir des avantages de, on va dire, des avantages de Next.js. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut encore voir? Bon, pour le moment, ça peut rester là. Maintenant, si je veux parler vite fait des inconvénients, c'est que par rapport à React, en fait, React, lorsque vous avez fait du React, de façon générale, vous avez dû apprendre des choses. Mais si vous voulez faire du Next.js, donc vous devez apprendre encore de nouvelles choses. Donc ça, c'est vraiment l'inconvénient de faire, on va dire, du Next.js. Après aussi, il ne faut pas aussi se mentir, hein, il y aura une complexité croissante. Plus on le fera, plus il y aura une complexité. Donc, ça va faire que si les projets sont devenus de plus en plus gros, bah, ça va être pas facile de gérer avec le SSR, le SDG, ISR, ainsi de suite. Donc, voilà tout ce qu'on peut aussi dire rapidement. Comme je disais, bon, donc il y aura un apprentissage supplémentaire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, c'est aussi le fait que, comme on a dit, on déploie aussi avec Vercel. Donc, espérons que ça ne fâche pas les uns les autres parce que c'est plus facile de déployer sur Vercel. Mais attention, ce n'est pas obligatoire. On peut déployer sur tellement d'hébergeurs, mais Vercel est vraiment dédié à ça qui est plus facile. Donc, ceux qui n'aiment pas Vercel, bah, vous allez faire un truc, mais qui sera peut-être moins optimal. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Moi, je pense que c'est bon. Globalement, c'est ça un peu avantage et inconvénient. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Nous allons commencer à installer notre premier projet Next.js. Merci.